Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. Alors sur Fréquence Évasion, nous sommes en compagnie de Monsieur Daniel Maurer. Nous allons explorer les phénomènes de NDE et les recherches sur l'après-vie. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. Fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Daniel Maurer, bonjour et merci d'être avec nous sur Fréquence Évasion. J'ai un grand plaisir également à partager ce moment. Ce sera enrichissant pour nous tous. Certainement. Vous avez écrit 3 livres, alors La vie à corps perdu, L'autre réalité de l'au-delà, Les expériences de mort imminente. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ces 3 ouvrages ? Alors, le premier livre, si vous voulez, écrit en 2001, était destiné à populariser des phénomènes peu connus du grand public, ou du moins souvent tournés en dérision par les sceptiques. Et il s'agissait bien évidemment des expériences de mort imminente. Et j'essayais de populariser le phénomène, le thème, en apportant les meilleures informations disponibles à l'époque. Voilà. Le deuxième ouvrage, lui, L'autre réalité de l'au-delà, traitait de phénomènes connexes qui sont très proches, très parents, je dirais très voisins des expériences de mort imminente, comme l'hypnose, la méditation, la relaxation, le rêve, les drogues hallucinogènes, qui présentent toutes des points communs très intéressants avec les expériences de mort imminente, comme s'il s'agissait non pas du même phénomène, mais d'un phénomène qui remonte à une même source, vous voyez. Et enfin, le dernier livre qui est paru au mois de mai 2005, qui s'appelle tout simplement Les expériences de mort imminente, reprend toutes les informations dont nous disposons à ce jour et présente un panorama complet de ces phénomènes, en plus de quelques hypothèses personnelles concernant l'origine des religions, par exemple. Il semblerait que les initiateurs des grandes religions aient tous vécu ce même phénomène et, comme par hasard, aient abouti à fonder une religion, et également une autre hypothèse qui concerne la localisation cérébrale d'un groupe de neurones qui nous permet d'accéder à la conscience. Je ne sais pas si vous me suivez. Absolument. Voilà. Pour nos auditeurs, on pourrait rappeler ce qu'est une NDE et quelles sont les diverses étapes de la NDE. Oui, alors on appelle expérience de mort imminente, si vous voulez, un phénomène au cours duquel la personne va perdre conscience en premier lieu. Bon, c'est un phénomène, ça paraît banal, mais souvent les gens l'oublient. Alors ça ne veut pas dire nécessairement que la personne est à l'approche de la mort, si vous voulez. Mais au cours de cette période d'inconscience, qui peut succéder à un stress, par exemple un stress violent. J'ai des témoins qui m'ont raconté simplement une NDE au cours d'une sieste, vous voyez, tout simplement. On appelle ça une OBE finalement. Non, ce n'est pas qu'une OBE, parce qu'une out-of-body experience, ça se traduit uniquement par une vision hors de son corps, si vous voulez, de la réalité environnante. La NDE va beaucoup plus loin. Voilà, oui, c'est ça. Alors, en premier lieu, il y a la perception de sa propre mort. Si vous voulez, les gens, même lors d'une sieste, je vous prends ce cas-là, lors d'une sieste, la personne a l'impression d'être décédée. Voilà, elle éprouve le sentiment d'être morte, mais elle entend même, dans certains cas, le diagnostic de son décès formulé par un médecin ou par un témoin. Ensuite, il y a une disparition de la douleur et une sensation de paix. Alors ça concerne plutôt, si vous voulez, des gens qui ont été victimes d'un accident ou d'un arrêt cardiaque ou d'un traumatisme violent. Ensuite, il y a la présence d'éléments sonores. On entend un bourdonnement, des sifflements aigus, des bruits de sirènes, des rafales de vent, etc. Parfois, c'est une musique divine ou angélique. La plupart du temps, je vous dirais, la présence d'éléments sonores n'intervient pas. La plupart des gens disent « je n'ai rien entendu ». Ensuite, il y a l'OBE, justement, ce que vous disiez, c'est la décorporation. Les gens disent que leur conscience est sortie de leur corps, qu'elle flotte au-dessus, au niveau du plafond, parfois dans des endroits plus éloignés, elle observe le cours des événements, les procédures de réanimation, etc. Après, il y a un parcours dans un lieu sombre. Vous savez, on parle du fameux tunnel. Oui. On voit une lumière parfois au bout du tunnel, ça peut être un immense tuyau ou un tube, un couloir, un entonnoir, un espace vide, etc. Il y a la rencontre avec des guides ou des défunts. Oui, c'est une expérience très complexe. Oui, absolument. La perception de la lumière ensuite
Ensuite, la fusion dans la lumière qui est associée à Dieu, à Jésus, Allah, Mahomet, Bouddha, la Vierge, etc. Vous avez le panorama de la vie et le jugement. La personne est jugée ou estime assister à son propre auto-jugement. C'est elle-même qui se juge, selon les témoins. Vous avez donc le panorama de la vie. Les gens revoient leur vie se dérouler depuis la naissance jusqu'au jour où est arrivée la NDE. Ensuite, il y a la frontière, ce qu'on appelle la frontière et le retour. Ça peut être une frontière matérielle ou symbolique, barrière, une grille, porte, fleuve, orée d'un bois, enfin, j'ai pas tout en mémoire. Là. Et donc, la lumière, à ce moment-là, demande aux témoins de repartir. Donc, c'est avec beaucoup de regrets, de nostalgie, que celui-ci s'exécute, ou du moins il s'exécute pas, parce qu'il n'a pas le choix. Ensuite, des changements objectifs. Alors, c'est une caractéristique très importante, c'est les changements dans la personnalité des gens et dans leur comportement, dans le registre des valeurs, si vous voulez, surtout. Certains expérienceurs qui ont vécu ce phénomène de NDE ont rapporté des preuves, mais des preuves tangibles. Ce qui se passait exactement dans un bloc opératoire, comme vous le disiez il y a quelques instants. Et je me souviens aussi une expérience qui s'était produite aux États-Unis. Le patient avait vu qu'il y avait une basket blanche, je crois, avec un trou à gauche, dans la gouttière de l'hôpital, dans le bâtiment à côté. Oui. Alors, oui, c'est Moody qui avait, Raymond Moody, l'auteur de La vie après la vie, à qui on avait fait ce témoignage. Alors, c'était une patiente d'origine hispanique, je ne me rappelle plus son nom, Maria. Maria, c'est une psychologue qui travaillait dans l'équipe de Melvin Morse, qui avait découvert ce cas assez intéressant. Donc, elle recevait cette patiente qui avait été opérée, je crois, un pontage cardiaque. Et elle lui a dit, écoutez, moi ce qui m'est arrivé, après avoir été mise en confiance, parce que les patients se confient pas spontanément comme ça, mais cette expérienceuse, on va féminiser ce mot, avait dit, écoutez, moi sur la corniche de l'hôpital, au-dessus du 4e étage, j'ai vu une basket. Lorsque je suis sorti de mon corps, j'ai traversé le plafond de la salle d'opération, l'étage supérieur, etc. Et j'ai vu l'hôpital par au-dessus et j'ai vu une basket. Alors, on dit aussi jaune. On dit qu'elle est jaune, cette basket. Oui, jaune. Je dis blanche, mais ça devait être jaune, oui. J'ai plusieurs témoignages sur cette basket, parce que plusieurs auteurs ont écrit là-dessus. Oui, ça peut être déformé. En effet, je ne me rappelle pas le nom de la psychologue, mais elle a courageusement, elle a ouvert la fenêtre, et comme il y avait une corniche assez large, elle a marché le long de la corniche, et à l'angle du bâtiment, effectivement, il y avait une basket qui correspondait, je ne sais pas s'il y avait un trou ou pas, mais qui correspondait du moins à celle qui avait été décrite par cette patiente qui s'appelait Maria. On peut penser aussi au cas de Jean Morzel. Oui, Jean Morzel est un cas très intéressant, d'autant plus qu'il est français. Parce que souvent, ça nous vient des États-Unis, alors comme on dit, à beau mentir qui vient de loin. Mais Jean Morzel, c'est un cas très intéressant, en particulier lorsqu'il décrit l'inscription. Vous savez, il y avait une plaque sous la table d'opération sur laquelle il s'était déroulé l'intervention. Alors lui était passé à travers cette table d'opération, il avait vu sous la table d'opération, écrit de couleur verte sur un fond blanc, manufacture d'armes et de cycles de Saint-Étienne. Ça se passait en 1949, la Manu existait encore à l'époque. Et il en a parlé au médecin longtemps, quelques semaines après son intervention. Et le médecin, le chirurgien qui l'avait opéré, n'était pas du tout au courant qu'il y avait une plaque sous la table d'opération. Et il est allé le vérifier. Et quand il est revenu au chevet de Jean Morzel, il était tout blême et vraiment très secoué par la découverte. Et d'ailleurs, avec Jean Morzel, d'après ce que m'a dit, je connais Jean Morzel personnellement, d'après ce qu'il m'a dit, ils ont entretenu des liens, je dirais, affectueux. Très longtemps, oui. Mais il y a aussi le cas de Pamela Reynolds aux États-Unis. C'est une patiente qui avait été, entre guillemets, tuée par son médecin. Mais ça se passait à Phoenix, en Arizona. Et c'était le docteur Spetzler, Robert Spetzler. Et pour l'opérer, il avait descendu sa température à 15 degrés. Donc tout fonctionnement cérébral, cardiaque, respiratoire, tout ce que vous voulez est aboli. Plus rien ne fonctionne. On l'a également vidé de son sang parce que c'était un anévrisme cérébral dont on l'a opéré. Et il fallait qu'il n'y ait plus de pression artérielle. Donc on l'a vidé de son sang, on l'a refroidi, on a arrêté son cœur, ses poumons, etc. Et lorsqu'on a opéré, ça dure à peu près 1 heure l'intervention, parce qu'on donne une grosse dose de barbiturique de façon à ralentir le métabolisme cérébral, de façon à ne pas abîmer le cerveau. Et lorsqu'on l'a opérée, elle était hors de son corps, elle a raconté ce qui s'est passé, et surtout, elle a décrit, si vous voulez, l'appareil qui a servi à trépaner.
faire un trou donc au niveau de la calotte crânienne, voilà. Et donc on a une description parfaite de cet appareil qui ressemble à une grosse, brosse à dents électrique, vous voyez. Elle n'avait jamais vu ce genre d'appareil. Et donc, elle a été capable de le décrire et en plus de raconter tout ce qui s'est passé pendant l'intervention. Et ça a été rapporté par un cardiologue qui s'appelle Michael Sabom, qui n'est pas le premier venu parce que c'est un spécialiste des NDE. Et c'est un cas vraiment très documenté et extraordinaire. Parce que cette personne était carrément, je dirais entre guillemets, morte. Plus rien ne fonctionnait, ni son cerveau, ni son cœur, ni sa respiration. Elle était vidée de son sang. Bon, ensuite, elle a été, bien sûr, on a remis le sang, c'était une exsanguinotransfusion. On lui a injecté son sang et avec le défibrillateur, on a fait repartir le cœur. Elle est revenue à elle. Mais c'est vraiment un cas extraordinaire, celui-ci. On peut penser aussi à Nicole Dron, qui est sortie de son corps et qui a traversé la salle d'attente où il y avait son mari, son beau-père qui l'attendait. Et elle a constaté qu'il n'y avait ni banc ni chaise. Alors c'est pas commun dans une salle d'attente. Oui. On a plusieurs cas comme ça. Et Jean Morzel aussi qui avait vu les infirmières s'évanouir dans une salle d'opération, c'est pas commun non plus. Pendant son intervention chirurgicale, non seulement il les a vues s'évanouir, mais une d'entre elles, mais il savait qu'elle allait s'évanouir. Parce que c'est comme s'il disait, il m'a expliqué, la pensée des gens, mais il avait l'impression qu'il y avait un décalage temporel. C'est-à-dire qu'il voyait l'infirmière et il a vu qu'elle allait s'évanouir, mais avant qu'elle s'évanouisse. Il percevait les pensées avant qu'elles soient formulées. C'est ça. Et même ce que disaient les médecins et les instrumentistes lorsqu'il se passait les instruments chirurgicaux, chaque fois Jean Morzel savait ce que l'autre allait dire, ce que l'autre allait demander, et il avait l'impression de vivre en quelque sorte dans la tête de ces gens-là. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une interconnexion des consciences à ce moment-là, hors du corps. C'est assez curieux, mais pas si étonnant que ça. Alors ils sont tous revenus convaincus d'une après-vie. Oui, d'une forme de survie de la conscience, on va dire. Oui, voilà, oui, bien sûr. Alors là, moi, si vous voulez, c'est plus tellement mon domaine. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le phénomène à l'instant où il se produit. Mais évidemment, je ne peux pas rester ignorant de ce qui se passe ou de ce que me disent les témoins de leur conception de l'après-vie. Parce qu'il est évident que lorsque la conscience se déconnecte du corps au moment, je veux dire, pas de la mort, puisque ces gens ne sont pas morts, ils sont revenus. Mais comme je dis souvent à des amis médecins, ou lorsqu'on m'interroge, je dis, mais attendez, vous me dites que ces gens ne sont pas morts. Je suis d'accord avec vous, mais ils n'étaient plus vivants non plus. Ils étaient plus vivants, parce que regardez Jean Morzel, si on l'avait laissé dans son état, c'était des gens qui étaient proches de la mort, et très proches de la mort. Donc si la conscience se déconnecte à l'approche de la mort, on peut se dire que lorsque le phénomène se poursuit, je ne vois pas pour quelle raison la conscience réintégrerait le corps pour mourir avec elle. Bien sûr. Je comprends pas. Si elle sort à ce moment-là, il y a de fortes chances qu'elle poursuive son cheminement. Mais ensuite, savoir ce qu'elle devient n'est plus de mon ressort. Je veux dire, ça relève de la supputation, je dirais presque des sciences occultes. Moi, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il y a sans doute, il y a de très fortes chances du moins, qu'il y ait une forme de survie de la conscience. Alors justement, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces témoins? Ils en parlent comment de leur expérience? Ils en parlent avec beaucoup de pudeur d'abord. Oui. Oui, je vais vous dire, pour ma part, je n'ai pas interrogé beaucoup de personnes, une quinzaine à peu près en tout, mais pour la bonne et simple raison, c'est que ce phénomène est tellement évident pour le chercheur. Je veux dire, quand vous en rencontrez un, vous en rencontrez deux, trois, quatre, cinq, vous apercevez qu'on vous raconte toujours à quelque chose près la même chose. Oui, ils sont nombreux. Voilà. Ensuite, vous avez beaucoup d'ouvrages, en particulier d'ouvrages anglo-saxons, qui décrivent très bien ce phénomène. Donc, à la limite, il est plus nécessaire d'interviewer, pour moi, du moins en tant que chercheur, le phénomène, pour moi, il est acquis, il existe. Donc, les gens que j'ai interrogés, eux, rentrent vraiment dans un schéma, et avant qu'ils parlent, je ne vais pas dire, je ne suis pas comme Jean Morzel, mais avant qu'ils commencent à m'en parler, je sais déjà ce qu'ils vont me dire. Ouais, c'est sûr. Vous voyez, et on a toujours cette exaltation, ce sentiment d'avoir vécu quelque chose hors du temps, mais de très réel, surtout très réel, parce que beaucoup de médecins disent oui, mais il s'agit d'hallucination, c'est une forme de rêve. Oui, mais quand on voit justement une salle sans chaise ni banc pour le cas de Nicole Dron, ou les infirmières qui s'évanouissent pour le cas de Jean Morzel, c'est pas une hallucination, ça c'est du concret. Mais moi je pars
partage tout à fait votre opinion. Voilà. Le problème, c'est que lorsque vous en parlez à un cartésien, on va même pas dire un médecin, simplement quelqu'un qui prétend être dans la logique d'aujourd'hui, la personne vous dit, écoute, c'est impossible. Moi, j'ai des amis médecins qui me disent, écoute, Daniel, arrête tes conneries, tu es bien gentil, tes histoires sont très intéressantes, écris des bouquins là-dessus, tant mieux pour toi, mais c'est impossible. Ils me disent, réfléchis, si les gens étaient morts, ils pourraient pas nous raconter après ce qu'ils ont vu. Alors, je leur dis toujours, mais ils ne sont pas morts. Alors, ils me disent, s'ils ne sont pas morts, ils ne peuvent pas avoir vu de l'extérieur ce qui se passait. Donc, on n'en sort pas. Tout dépend de ce que l'on met derrière le mot mort. Oui, bien sûr, il n'y a pas de définition d'ailleurs aujourd'hui exacte de la mort. Vous savez, ça a beaucoup évolué, ça. Hein. Après la mort du cœur, c'est la mort du cerveau. D'abord, c'était l'arrêt de la respiration. Après la mort du cœur, maintenant on est à la mort du cerveau. Mais même, on s'est aperçu que des gens qui étaient dans des comas profonds au bout de plusieurs années, avec un électroencéphalogramme de tracé plat. Donc ces gens-là, il y en a certains qui sont revenus. Donc apparemment, heureusement qu'on les a pas décrétés comme mort. Décédés, voilà, comme morts. Certains médecins prétendent que c'est la drogue, c'est le fait d'avoir injecté des drogues chez une personne qui produit ce phénomène. Mais les gens qui le font en état de relaxation, par exemple, ou spontanément, il n'y a plus de drogue là, ça joue plus l'histoire de la drogue dans cette histoire-là. Non, tout à fait d'accord avec vous. Donc il semble bien que la piste neurochimique doit être abandonnée. Mais il y a encore des médecins qui pensent que l'anoxie cérébrale, par exemple, pourrait être à l'origine, en déclenchant certains neuromédiateurs qui sont de structures proches de ce que vous dites, justement, des drogues, de certaines anesthésiques. Donc les structures chimiques seraient assez proches, et ce sont ces phénomènes-là qui provoqueraient l'expérience de mort imminente. Alors moi, j'ai une position un peu différente, je dis tout simplement, ces drogues, justement, ont sans doute un effet de déclencheur de l'expérience de mort imminente, mais ne peuvent certainement pas expliquer l'entièreté du phénomène. C'est impossible, je veux dire. Alors chaque fois, je reviens simplement au fait des électroencéphalogrammes plats, de tracé plat. Lorsqu'il y a une personne qui a un électroencéphalogramme de tracé plat, elle ne peut pas, en principe, voir ce qui se passe de l'extérieur de son corps. Donc la piste, je vous dis, neurochimique est intéressante, mais simplement en qualité de déclencheur. Je pense qu'il y a au niveau du cerveau une structure neuronale, des neurones, un petit groupe de neurones qui va servir un petit peu de disjoncteur, vous voyez, d'interrupteur. Et lorsque une certaine, je ne sais pas laquelle, une certaine neurohormone est activée en quantité suffisante, ou peut-être un cocktail de neurohormones, je ne sais pas, cette structure cérébrale va se connecter sur ce que j'appelle la supraconscience, une forme de conscience intemporelle et présente en chacun de nous, qui va permettre à la personne de se connecter depuis l'extérieur. Exactement. C'est plus son corps, son cerveau qui reçoit la conscience, mais c'est la conscience qui est à l'extérieur qui va pouvoir regarder ce qui se passe au niveau du corps, qui lui est à l'extérieur même. Oui. Si vous me suivez. Oui, si, tout à fait. Et justement, je pense au cas de Chantal Caccia qui était sur une moto avec ses 3 amis et arrivée dans un virage, elle s'est fait percuter par un camion. Oui. Donc là, il n'y avait pas eu de drogue d'administrer puisqu'elle était sur sa moto, elle se promenait. Elle s'est fait percuter par un camion, elle a roulé dans le fossé et elle a été déconnectée tout de suite puisqu'elle s'est vue d'en haut, elle a vu son corps sous la roue du camion. Oui. Et elle a dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? C'est moi, c'est mon corps. Oui. Et elle dit, tiens, si je suis sous la roue du camion, c'est que je dois être morte. Oui. Et elle s'est dit après, c'est ça la mort. Elle a dit, c'est ça, c'est une belle expérience, alors allons-y. Puis elle a poursuivi, évidemment, son... Si vous voulez, c'est à mettre un petit peu en relation, en parallèle avec les expériences de mort imminente qui interviennent à la suite d'un stress violent ou d'une frayeur subite. Vous voyez ? Oui. Alors, on peut penser que lorsque cette personne a eu son accident de moto, en l'espace d'un millième de seconde, si vous voulez, il y a eu une décharge très forte de cette neurohormone dont je vous parlais, et qui a permis de connecter ce groupe de neurones. Moi, je pense qu'il s'agit du gyrus angulaire. Bon, c'est un terme un peu technique, mais c'est un groupe de neurones qui se situe dans le lobe temporal droit. Et ce groupe de neurones, si vous voulez, réagit instantanément en déconnectant la conscience du corps et en la projetant à l'extérieur. Ou du moins, la conscience est déjà à l'extérieur, mais elle ne passe plus par l'intermédiaire du corps, si vous voulez. Donc en fait, si la conscience se déconnecte,
et elle se connecte à un autre système. En quelque sorte, on peut dire que finalement, une fois le corps mort, on n'a plus besoin de son corps pour vivre. Tout à fait. Donc c'est assez clair. Voilà, bien que je n'irai pas jusqu'à être très affirmatif, Non. du moins tous ces phénomènes le laissent à penser. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, il semblerait bien que la conscience utilise simplement notre cerveau pour s'exprimer, si vous voulez, dans notre réalité. Mais il se peut très bien qu'une fois que le corps a disparu, cette conscience poursuive, j'allais dire, son existence sous une autre forme et ailleurs. Bien sûr. Bon, bien sûr, il y a la réincarnation, il y a le bouddhisme qui traite également de la question de façon très, très complète. Mais le professeur Stevenson aussi, qui a fait des recherches importantes sur la réincarnation. Oui, j'en parle d'ailleurs dans mes ouvrages. Intéressant d'ailleurs. Oui, oui. Alors on pourrait faire un petit historique justement sur ces expériences de mort imminente. Ouais, vous savez, les expériences de mort imminente, on a l'impression de les découvrir aujourd'hui, ou du moins il y a une vingtaine d'années ou 25 ans depuis le livre de Raymond Moody. Mais en fait, l'expérience de mort imminente, c'est une vieille histoire. Ça remonte à l'Antiquité égyptienne, pour le moins. On a même un des plus anciens écrits découverts à ce jour, qui est l'épopée de Gilgamesh, qui remonte à peu près 4000 ans, décrit déjà ce phénomène. Vous voyez, donc c'est une épopée qui est écrite sur des tablettes d'argile qu'on a découvert en Mésopotamie, enfin l'Irak actuel. Et déjà, on trouve dessus, en écriture cunéiforme, ça s'appelle de l'akkadien, on trouve déjà des descriptions qui rappellent l'expérience de mort imminente, si vous voulez, cette expérience de la lumière. Dans l'Antiquité égyptienne également, on en parle. Les Aztèques également en parlent. Le bouddhisme tibétain. Platon en parle dans la République avec le fameux mythe d'Air le Pamphilien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Absolument, oui. Oui, alors Plutarque également dans ses Moralia, Plotin, le pape Grégoire le Grand, les décrits, je vous passe tout ça rapidement de mémoire comme ça. Ouais. Tiens, Sir Francis Beaufort, vous savez, celui qui a donné son nom à une échelle de mesure du vent. Là, absolument, oui. On parle lui, dans la rade de Portsmouth, c'était, je ne me rappelle pas, au XVIIIe siècle, par là, il a failli se noyer, et il rapporte dans sa biographie, il rapporte cette expérience extraordinaire qu'il a vécue lorsqu'il se noyait. Et c'est une expérience de mort imminente. Et puis je vous en passe encore. Il y a Saint-Exupéry aussi. Saint-Exupéry, je n'ai pas de documentation là-dessus. Qui a vécu une expérience. Je peux vous dire des célébrités comme Liz Taylor, Kurt Rugens, Sharon Stone, tiens, par exemple, Philippe Labro, qui a postfacé mon premier livre. Tout ça sont des gens qui ont vécu ce phénomène, donc c'est pas quelque chose de très récent. Non. Vous avez un tableau qui s'appelle L'Ascension vers le paradis de Jérôme Bosch, vous savez. Oui. On y voit très bien ce tunnel éclairé avec des anges qui accompagnent des défunts. Ça date du XVe siècle, pour vous donner une idée. Il est conservé au Palais ducal de Venise, ce tableau. Mais déjà à l'époque, c'était un phénomène qui avait l'air d'être accepté par tous. Enfin, c'est un phénomène qui existe de tout temps et pas uniquement, si vous voulez, sur le continent. Voilà, c'est universel, ça se passe sur toute la planète. Vous avez des descriptions chez les aborigènes d'Australie, chez les Indiens du Nouveau Monde, comme on disait, chez les Indiens également d'Inde. C'est un phénomène universel, on le trouve de partout. C'est pas uniquement réservé aux Occidentaux new ageux, je dirais. Vous avez un site internet, je crois. Oui, j'ai un site internet. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur le site? Alors c'est www.persowanadou.fr/Adelin. Adelin, oui, j'ai un site sur lequel je présente mes ouvrages. Et si les gens ont du mal à le trouver, il suffit de taper Expérience de mort imminente ou EMI ou Daniel Maurer sur un moteur de recherche et ils trouveront facilement mon site en général. Eh bien Daniel Maurer, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. Au revoir. Au revoir et à bientôt également. Fréquence Évasion.